Alors bonjour et bienvenue à l'École en conscience. Nous recevons aujourd'hui Antoine Corfa, 51 ans, père de deux enfants de 16 et 20 ans. Antoine est engagé en tant que coach et depuis 30 ans en général dans l'accompagnement d'adultes et de jeunes. Son parcours a été notamment marqué par un engagement assez profond dans les CMA de Poitou-Charentes, dont il a été aussi administrateur. Il a évolué en tant que formateur et animateur. Et ce qu'on va dire pour les CMA, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des centres engagés dans la formation populaire et dans l'éducation, notamment dans les centres de loisirs et de vacances. Et leur particularité, entre autres, c'est aussi de aider l'individu à appréhender son environnement pour évoluer et pour trouver lui-même ses solutions. Et c'est précisément cet aspect-là qui est un peu le fil conducteur du parcours d'Antoine. Antoine, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation à témoigner à l'École en conscience. Donc, lorsque nous avons préparé cet entretien, tu as beaucoup parlé de l'importance de l'environnement et de l'ambiance, justement, pour favoriser des apprentissages. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ton point de vue là-dessus? Bonjour Sylvia et merci beaucoup de m'avoir invité. Donc les CMEA, qui est une association d'éducation populaire qui existe depuis la naissance de l'éducation populaire après la guerre, etc. Donc eux, ils prônent une approche de l'environnement, à savoir que effectivement, s'il n'y a pas les objets, les outils, les, les livres, enfin, donc ça varie suivant l'âge de l'enfant, euh, autour de lui, ben, il ne va pas naturellement aller les chercher et aller les découvrir. Donc, là, moi, actuellement, je suis dans une formation que j'ai prise sur le web avec un mentor qui s'appelle Martin Latulipe. Et bah, lui, il fait exactement la même chose, à savoir, il nous donne des outils, il nous donne des, des connaissances, il nous donne des coachings de groupe, voilà. Il nous met ça à notre disposition et à nous d'aller piocher ce qu'on veut et à nous de faire notre propre chemin, notre propre parcours euh, avec ça. Et en fait, c'est une formation qui est excellente parce que, grâce à ça, parce que je me sens totalement respecté en tant qu'individu, je me sens totalement à ma place parce que c'est moi qui fais mon propre chemin. Et contrairement à X formations qu'on pourrait trouver sur le web où ils nous disent bon, ben voilà, vous êtes au point A, on va aller au point B, et c'est de telle façon qu'on va au point B, point barre. Tandis que lui, ben, il fait exactement ce pourquoi je militais il y a encore quelques années au CMA, c'est-à-dire il place dans notre environnement des choses et puis à nous d'aller piocher les trucs. Ce que j'entends là, c'est que c'est une formation responsabilisante, en fait. L'individu est Voilà, complètement responsable de son parcours, de son chemin et de ses rythmes aussi, je pense. donc c'est tout à fait ça, responsabilisante. Mhm. Et donc si on veut des enfants euh, responsables, enfin si on veut encourager cette prise de responsabilité-là, le meilleur moyen, c'est de mettre dans son environnement euh, les choses. Et c'est ce que tu fais aussi en tant que coach, c'est ton approche, j'imagine, avec tes clients. Coaching, c'est responsabilisant, effectivement. Oui, enfin, quelque part, ça se rapproche, oui, effectivement. Mhm. Quelque part, ça se rapproche. Euh, Poser les bonnes questions et mettre les outils
Voilà. OK. Et l'écoute, et l'écoute. Et voilà, justement, j'allais y venir, puisque il y a aussi quelque chose de très très important, c'est un besoin d'écoute. Je parle bien de besoin parce que c'est quelque chose qui est assez rare, une écoute de qualité. Elle est encore plus rare à l'école. Quand on est jeune, on dit toujours à l'enfant d'écouter les adultes, mais est-ce qu'on écoute suffisamment l'enfant? Ça, c'est une autre chose. Donc, je voulais un peu avoir ton retour là-dessus, puisque je pense qu'en tant que coach, tu as dû voir aussi des adultes en manque de cette écoute-là de qualité. Et tu penses qu'elle est importante, justement, dès le plus jeune âge, d'instaurer ça dans la vie d'un individu, la possibilité qu'il soit vraiment et réellement écouté, sans jugement. C'est ça. Alors, je l'ai vu en tant que coach, mais je l'avais vu bien avant, ne serait-ce qu'en tant qu'accompagnateur ou formateur. Euh, donc voilà, effectivement, quand on est formateur et qu'on a comme philosophie euh, cette écoute et cette responsabilisation à travers l'environnement, euh, ben, quand on est face à des adultes, des fois ils nous disent waouh, on m'a jamais traité de cette façon-là et écouté de cette façon-là. Et des fois, il y a des émotions qui remontent chez eux par rapport à ça. Et voilà, moi, moi j'ai vu des apprenants ou des étudiants ou des personnes en formation pleurer devant nous, formateurs, parce que ils ressentaient qu'on mettait tout en œuvre pour eux, et surtout l'écoute et l'environnement. Parce que l'écoute, c'est aussi reconnaître à l'autre le droit d'exister, le droit d'être tel qu'il est. Ça peut paraître banal dit comme ça, mais finalement, c'est quelque chose qui n'est pas si fréquent dans la réalité, dans la vraie vie. Finalement, c'est quelque chose qui n'est pas si fréquent, même si c'est une banalité. Effectivement, Sylvia, euh, la plupart des gens n'écoutent pas. La plupart des gens préparent leurs réponses. Euh, donc, effectivement. Et puis, de toute façon, les neurosciences l'ont montré. Si tu veux être en bonne relation avec quelqu'un, euh, il y a plus de facilité à rentrer en bonne relation. Si tu passes plus de temps à écouter qu'à parler. Je, il y a aussi une connotation d'exemplarité, je pense, par rapport à un adulte qui sait écouter. Ça va aider aussi un jeune à écouter à son tour. En tout cas, la bonne Ah, écoute peut engendrer aussi une écoute en réciproque, donc ce qui est plutôt un deal win-win, comme on dit, mais voilà, qui est peut-être encore à apprendre, je pense, aussi bien à l'école d'ailleurs que quand on est adulte dans la vie de l'entreprise. Alors, on a aussi justement une réflexion que tu mènes sur le savoir-être. Pour toi, c'est très important, c'est au moins aussi important que le savoir-faire. Euh, Pourquoi, à ton avis, cela est important aussi dans les apprentissages pour un enfant? j'aime pas tellement les tiroirs, donc y compris celui de savoir-être, savoir-faire. Ça fait partie d'un tout, effectivement. Euh, à la fois, si on prend c'est l'exemple de l'écoute, là, on pourrait le positionner dans le tiroir savoir-être, mais à la fois, c'est un savoir-faire. Parce que c'est pas inné et ça s'apprend. Et moi, je l'ai cultivé tout au long de mon parcours et je suis toujours en train d'apprendre. Il y a encore des fois où où j'écoute des personnes et que le naturel revient au galop, le naturel humain revient au galop et que je suis en train de préparer ma réponse. Euh, voilà.
Donc, les deux sont liés et ça fait partie d'un tout. Euh, mais juste avant cette interview, là, j'étais avec mon fils qui est en seconde et donc on prépare les orientations d'options, enfin de spécialité pour la première. Mhm. Et c'est pas simple parce que effectivement tout a changé par rapport à notre époque. C'est plus les mêmes façons de faire. Et faut pas trop se planter non plus. Si on n'arrive pas à atteindre son but en passant par la porte, ben, on peut peut-être y arriver en passant par la fenêtre. Hein. Donc c'est vrai que. Mais là, dans l'heure qui a précédé, il a fallu que je fasse une preuve d'une grande écoute, effectivement. Donc, c'est un tiroir peut-être, désolé, mais dans le savoir-être, il y a aussi la capacité ou pas à féliciter, à encourager. Et c'est quelque chose aussi qui, à ton avis, fait cruellement défaut, enfin pas qu'à ton avis, d'ailleurs, on peut le constater assez facilement, à savoir souvent les adultes, et pas que les enseignants, les parents aussi, savent plus facilement corriger, savent plus facilement dire ce qui ne va pas. Mais c'est le silence radio quand il s'agit d'encourager, de dire que quelque chose a été bien fait, a bien fonctionné. Et donc on sait, après on en parle de plus en plus des phrases assassines, genre c'est pas assez, peut mieux faire, et surtout pour des enfants qui ont des difficultés, pas d'apprentissage, mais c'est même pas des difficultés, mais des rythmes différents. Ce sont des phrases qui les ont jamais aidés parce que c'était pas une question de volonté de faire, mais c'était juste une question de rythme ou de difficultés passagères, voilà, mais qui n'avaient rien à faire avec leur capacité intellectuelle. Donc je voulais voir avec toi si ce travers-là, de par ton observation aussi en tant que coach, tu sens qu'il existe aussi en entreprise. Donc, c'est quelque chose quand même qui nous suit un peu depuis l'école, dans notre vie d'adulte. Et si tu vois quand même qu'il y a une évolution pour aller quand même vers une capacité plus grande à encourager aussi, à souligner le positif. Alors déjà, les études disent effectivement qu'un enfant reçoit 8 phrases à caractère négatif pour 2 phrases à caractère positif. Donc ça, c'est là, faut savoir que la construction de l'enfant euh, se fait autour de ça. Donc voilà. Si on veut inverser cet état de fait, il faut que l'ensemble de la société soit averti de ça et soit consciente qu'il faille changer leur comportement. Et là, on en est loin. Effectivement, moi, je baigne dans un milieu de gens qui se posent des questions, dans un milieu de gens qui sont plutôt bienveillants, dans un milieu de gens qui ont conscience de ça. Euh, mais donc, c'est vrai que je vois que ça évolue, mais dans mon milieu. Donc, c'est compliqué de répondre à des questions parce que je n'ai pas la vision globale de l'ensemble de la société. Je comprends, hein, bien sûr, que ça soit pas facile de se prononcer de manière globale, mais ça me permet cette question d'évoquer un point qui personnellement me fait vraiment hurler. J'ai entendu parler de ça assez souvent et je ne sais pas si tu as eu de retour là-dessus avec les personnes que tu as coachées et que tu coaches, à savoir le fait que en entreprise, quand il y a un salarié qui performe et qui atteint ses objectifs et auquel on n'a strictement rien à reprocher, lors de l'entretien individuel, on lui dise oui, mais enfin, tu comprends, je ne peux pas mettre la note que tu mérites, c'est trop haut, je suis obligée de te sous-noter. Et, euh, et ça, pour moi, c'est vraiment hallucinant. Je ne devrais pas le dire, mais je trouve que c'est vraiment hallucinant qu'on en soit encore là
à ne pas être capable de valoriser l'effort et d'encourager une personne qui a quand même fait ce qu'il fallait, voire peut-être plus. Et donc, je pense qu'il y a quand même encore des relents dans la société et pas que dans le monde enseignant. Il y a quand même comme une espèce de résistance dans la société à encourager, à valoriser, à savoir dire bravo, c'est bien ce que tu fais. Et alors que dans des formations dont celle dont tu parlais, on est là-dedans. On est dans cette capacité à valoriser même le plus petit progrès. Et je pense que c'est un petit peu ce que tu as rencontré dans ton parcours d'animateur dans les CMA. Il y avait peut-être aussi cette approche-là, à savoir encourager le petit pas aussi, le petit progrès, parce que c'est important et il faut le dire. La résistance, en fait, elle est naturellement humaine. Moi, j'ai vu en tant que parent que que c'était pas simple. Parce que, non, non, mais j'ai été parent à 30 ans et à 50 ans, je commence à, enfin, non, je commence pas, mais disons que je suis rendu à un stade où c'est plus naturel. Donc, il y a 20 ans de boulot de parents pour refaire ça. De boulot de personnes qui évoluent, qui se forment et qui est ouverte plutôt d'esprit sur ces choses-là. Mais, et quels sont les chiffres dans la société? En général, c'est la question de tout à l'heure. Euh, J'en sais rien, mais ils sont sûrement pas bons parce que le naturel de l'être humain, c'est pas de faire ça. Donc, il faut se faire violence et, pour arriver à ça. Euh, voilà, y compris pour féliciter les petits progrès. Et c'est un apprentissage peut-être. Ouais, qu'on le fait pas, enfin, mesdames et messieurs, vous êtes bien d'accord qu'on ne le fait pas naturellement. Parce qu'on n'a pas été Surtout, éduqué à, je pense que c'est une question d'éducation. Et justement, ouais, on mais n'enseigne pas, on baigne pas là-dedans quand on est petit. Précisément, on baigne dans le contraire. Donc nous-mêmes, après, on reproduit des schémas que l'on alors, peut faire évoluer. d'éducation sûrement, mais je pense que pas que, parce que l'esprit, il n'est pas fait pour ça. Peut-être, mais enfin, ça peut évoluer. En tout cas, on espère que ça évolue. Et c'était justement ma question de la fin. Tu as observé quand même dans ton parcours de parent, précisément, qu'il y a Oui. aussi des enseignants qui sont plus ouverts à ce mode de fonctionnement, capables d'appréhender l'individu dans son ensemble et Oui. pas juste dans ses apprentissages. Est-ce que, même si on peut observer que le système est encore un peu figé, on ne peut pas généraliser ce genre de constat, est-ce que ça te laisse quand même espérer une évolution positive vers plus d'ouverture, plus de capacité à appréhender l'enfant et les jeunes dans son ensemble en tant qu'individu et du coup à pouvoir remarquer aussi ses comportements autres que juste le fait d'apprendre à lire et écrire ou les différentes matières qu'il a à apprendre? On voit par exemple la pénurie des enseignants. La pénurie des enseignants, en particulier pour le lycée. Euh, alors, donc c'est vrai que l'école primaire et maternelle, ça va, il n'y a pas de pénurie d'enseignants. Mais après, quand dans certains territoires, on va chercher euh, des enseignants pour certaines disciplines en faisant une annonce sur le Bon Coin ou voilà, enfin, moi je sais qu'il y a arrive maintenant en France que on va prendre le premier qui se présente parce que c'est plus il y a, voilà.
Donc, quand on sait ça, on se pose des questions quand même, malgré tout, sur cette capacité-là, de l'ensemble du système à pouvoir, parce que le système, il est devenu ça. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que, le système n'a jamais su valoriser les enseignants. Mais donc, on revient quand même à la valorisation comme étant la clé, parce que, enfin, La surtout dans les valorisation, langues, oui, 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 c'est une des clés. C'est une mm, des clés. Alors après, quand il y a des êtres humains, parce que comme j'en ai croisé, tu disais, hein, bah, c'est chouette de les croiser, c'est chouette. Et ces petites fourmis-là, elles essayent de travailler ensemble, elles essayent de faire en sorte qu'il y ait d'autres fourmis. mm. Et c'est quoi leur poids par rapport à l'institution? Bah, pour l'instant, pas grand-chose et c'est regrettable. Ben, d'où l'idée aussi de faire connaître ces fourmis, savoir qu'il en existe, peut-être un peu de manière isolée ou éparpillée aujourd'hui, pas encore en mode système, mais que ça existe et que ça répond à un besoin et que ça apporte une vraie valeur ajoutée. C'est en tout cas ce qu'on se propose de faire à l'école en conscience. C'est super. Mm. Et alors, les enseignants qui sont fourmis et qui veulent euh, prêcher la bonne parole à l'extérieur, le problème, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Parce que, contrairement aux idées reçues, le métier d'enseignant, ça prend énormément de temps. Énormément. Pour celui qui veut essayer de faire bien, enfin, voilà, pour celui qui est investi, ça prend énormément de temps. Mm. Et donc, c'est fourni pour militer, pour partager, pour essayer d'aller un peu plus vers l'extérieur. Elles n'ont pas beaucoup de temps. C'est ça qui est dommage. Oui, peut-être, mais déjà dans leur façon d'accomplir la mission, elles le font peut-être avec un petit supplément d'âme Oui, qui ça, marque et qui, oui, voilà, qui a le mérite d'être là, le mérite d'exister. Très bien, Antoine, est-ce que tu veux ajouter quelque chose, un petit message, un souhait que tu as pour cette année par rapport au domaine de l'éducation, quelque chose que tu aimerais voir évoluer? j'aimerais bien que les universités rouvrent là, Mhm. parce que là, alors, on est d'accord, il y a le contexte, il y a la crise sanitaire, etc. C'est compliqué. J'aimerais pas être à la place de ceux qui prennent des décisions, parce que de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais alors là, il y a tout un pan de la société, et c'est peut-être le pan le plus important, parce que c'est eux qui sont aux affaires, aux responsabilités et dans les entreprises, juste là dans 10 ans, qui est laissé à l'abandon de, de manière violente, je trouve. Et voilà, je lance un appel pour ne pas oublier nos étudiants en 2021, en 2022 et enfin les années qui vont suivre. Mm. Ok, bah, je te rejoins complètement parce que c'est vraiment un sujet aussi qui me tient à cœur. Je trouve que c'est triste quand même qu'on en soit là. Et avec en plus des problèmes psychologiques et de santé très très graves qui sont à la clé de ce problème. Donc c'est loin d'être négligeable. Et c'est pas du tout un caprice de la part des étudiants qui manifestent ces temps-ci. Mais Antoine, merci beaucoup pour ton témoignage et ton apport très très précieux. Et Merci Sylvia. ben, je t'en prie, à bientôt. À Bonne très journée. bientôt.